Voilà, donc ça, c'est deux objets qui se déforment. Ces deux objets qui se déforment et ils se déforment pas forcément à la même vitesse. Donc là, j'espère que ça passait. Voilà, juste, je ne sais pas si on peut agrandir un peu plus pour les... Vous voyez bien là, de loin? Alors, la terminologie, c'est important quand même parce que des fois, on mélange le strain, le speckle tracking, tout ça. Le strain myocardique, c'est la déformation du tissu. Le tissu myocardique, c'est un muscle, c'est comme une élastique, et donc on peut étudier la déformabilité de ce tissu. Le strain segmentaire indique le raccourcissement d'un segment myocardique par rapport à son état initial. Le strain rate dont on parle, c'est la dérivée du strain en fonction du temps, donc c'est une vitesse de déformation. Deux trains peuvent se déformer d'une manière, mais ils se déplacent à une vitesse différente. Les speckles, ce qu'on appelle le speckle tracking, qui a remplacé un petit peu la notion de strain qui est en Doppler tissulaire, c'est des marqueurs acoustiques qui se trouvent naturellement au sein de l'image échographique en 2D du tissu. Donc, automatiquement, on sait que le speckle tracking, c'est traquer les marqueurs acoustiques, mais en 2D. Donc, forcément, c'est plus précis que de le faire en monodimensionnel, c'est-à-dire en Doppler tissulaire. Le déplacement des speckles est un marqueur visible de la déformation myocardique en 2D. Et on peut faire même en 3D, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup d'études de validation. Donc, le tracking des speckles ou le speckle tracking en anglais est le suivi de ce déplacement spatial des marqueurs dans les différents axes de l'espace. On sait que le cœur se déforme de façon tridimensionnelle, donc forcément, ça se rapproche plus de la réalité. Ok, donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Le strain, c'est L1. Le muscle, mettons, il est à une distance L1, une longueur, moins sa longueur initiale. Le strain rate, c'est à quelle vitesse il va se déformer. D'accord? Donc la normale pour des machines dont le docteur Mir il parle, les premières machines qui ont fait ça, c'était en Norvège, c'était le Vivid, le General Electric. Il disait que le speckle tracking et le strain est autour de 20% pour le cœur. Le raccourcissement du muscle myocardique, c'est autour de moins 20%. C'est négatif. Pourquoi? Parce qu'il se raccourcit pendant la systole, il est positif pendant la diastole. Ok, donc c'est ça initialement ce que vous devez savoir. Donc on fait toujours du speckle tracking en ce moment. Alors pourquoi on étudie ça? Parce qu'on s'est rendu compte en fait depuis plusieurs années, ça fait plus de 100 ans qu'on sait que le myocarde, il a des fibres qui sont constituées dans l'espace dans plusieurs dimensions. On a des fibres qui sont circonférentielles, des fibres qui sont radiales, des fibres transverses. Donc toutes les dispositions des fibres myocardiques dans le muscle lui-même, au niveau biopsie, quand on regarde au niveau histopathologique, elles sont pas localisées de la même manière. Et c'est pour ça en fait, quand on étudie la déformation, on va étudier la déformation longitudinale, la déformation circonférentielle, la déformation radiale, et puis même il y a des fibres qui nous permettent d'avoir des mouvements de twist et untwist motion, c'est-à-dire des torsions et de rotation de l'apex et de la base qui se font dans le sens inverse, comme on fait dans une serpillière. Ok, donc ça c'est important. Les chiffres qui sont sortis dans la littérature, 20% c'est la déformation longitudinale, 25% c'est la vitesse, la déformation des fibres circonférentielles, et 5% et 11% c'est la torsion et la twist et le untwist. Alors il faut se rappeler de quelques points importants, ça c'est en pratique clinique. Le GLS, donc le Global Longitudinal Strain, on n'étudie plus une seule vitesse ou une seule déformation, on étudie la somme de toutes les déformations du myocarde qu'on appelle le Global Longitudinal Strain. Donc on ne va pas étudier les circonférentiels aujourd'hui, on ne va pas parler de la torsion-intorsion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'application clinique aujourd'hui. Ils ont été faits beaucoup dans la littérature, mais pour le moment, dans les guidelines, le seul paramètre qui est robuste, qui est corrélé à la mortalité, aux événements cardiovasculaires, c'est le strain longitudinal, le global. Le strain global longitudinal qu'on appellera le GLS à partir de maintenant. C'est donc sur un paramètre simple que toutes les machines peuvent vous donner qui exprime le raccourcissement longitudinal comme un pourcentage. Moins 20%, moins 19%, etc. Donc ce GLS est dérivé de speckle tracking, ce que je vous ai dit, c'est en 2D ou 3D, donc le traquage de ces speckles des marqueurs acoustiques, et qui sont analysés en processing par des images 3 cavités, 2 cavités et 4 cavités. Il va vous donner un chiffre global. On va regarder comment ça se présente. Le GLS n'est pas uniforme parmi nous tous. Ça dépend de l'âge, du sexe, des conditions de charge du ventricule. Il y a des gens qui vous disent c'est complètement indépendant, c'est pas vrai, ça change. D'ailleurs, on voit des cirrhotiques, par exemple, du foie. Moi, je me suis rendu compte, ils ont des strains à moins 28%. La normale, c'est 20%. Donc, c'est pas normal. Quand c'est hyper dynamique, on dit toujours que le VG est normal
à 75% de fraction d'éjection, c'est pas vrai, c'est pas normal. Quand ils sont hyper dynamiques, c'est pas normal. La normale, c'est 60 à 65%. Donc le normal GLS, c'est 18% en valeur absolue. Si vous voulez pas qu'on parle de moins de 18% ou moins 20%, entre 20 et 18 en valeur négative, c'est un raccourcissement normal. Le borderline, c'est entre 16 et 18. Quand quelqu'un en chimiothérapie, par exemple, vous le faites au début, il est à moins 20% et il passe à moins 17, ça commence à ne pas être normal. Le strain diminué, c'est moins 16. Alors, on n'a pas severely diminué ou moyennement diminué, on n'a pas encore, mais dans votre tête, vous imaginez bien que si quelqu'un arrive avec un strain à moins 10%, donc ça veut dire que pratiquement sa fraction d'éjection est autour de 30% pour vous donner un ordre d'idée. Donc, quelles sont les erreurs communes dont le Dr Mir tout à l'heure il parlait? Des erreurs de triggering, des erreurs on traque la mauvaise chose. On traque le muscle papillaire, on traque pas le muscle myocardique, d'autres éléments anatomiques. Des erreurs en définissant la région d'intérêt, ce qu'on appelle le ROI, le Region of Interest, et puis le tracking du myocarde à travers la systole. Des fois, on va traquer au niveau de la diastole ou pas au niveau du bon moment. Donc, c'est très important de définir la systole et la diastole, d'où l'intérêt de l'électrocardiogramme. Je sais que beaucoup d'entre vous, des fois, oublient ou ignorent ou méprisent un bon ECG. Pas forcément vous aujourd'hui, mais en général, on a tendance à aller des fois vite et on n'obtient pas un bon signal d'ECG. Donc ça, c'est tous les éléments de déformation que des machines, j'en avais parlé ça il y a quelques années. Là, à Riyad, on n'a pas la machine Apollo qui est de Toshiba. J'en fais pas de la pub, mais c'est vrai que c'est des images qui permettaient d'avoir tous les éléments de tracking, que ça soit en radial, en longitudinal, en transverse, en une seule acquisition. Et c'est vrai que ça, c'est le 3D. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on pensait, et c'est toujours le cas, le 3D, c'est plus précis que le 2D, sauf qu'on n'a pas eu des validations cliniques pour ces éléments-là, mais ça existe. Alors, comment acquérir? Je pense que c'est un atelier, donc on peut se permettre, si vous voulez discuter. Si quelqu'un a envie de me dire comment il acquiert, et nous, on valide, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi d'entre vous qui aimerait me expliquer comment il acquiert le strain longitudinal en cabinet ou en clinique? Zainab, tu veux pas ou tu le fais pas? Ok. Bon, alors le 2 strain, c'est simple. Donc forcément, c'est 3 acquisitions. Alors je demande toujours aux amis que je connais qui vont pas se vexer de moi. Alors, 3 acquisitions simples. Il nous faut une belle 4 cavités, une bonne 3 cavités et une belle 2 chambres. Avec 1 ou 2 cycles cardiaques pour être sûr quel est le bon cycle qu'on va définir en définissant l'ouverture aortique et la fermeture. Donc, à partir du moment où on sait l'ouverture et la fermeture, on sait que c'est au niveau de la systole. Alors, bien sûr, évidemment, quand on ne voit pas en 2D, on ne verra pas plus en strain. Donc, si vous avez un patient qui fait 130 kg et on ne voit pas la 3/4 du myocarde, ce n'est pas la peine de faire du strain. On dit échogenicity problème, c'est tout. Et donc, le patient, l'échogénicité et la qualité de l'image, ceci dit quand même, donc, moi je dis de mon expérience, dans 95%, on devrait être capable, avec nos nouvelles machines, d'avoir une bonne qualité d'image. La qualité de l'électrocardiogramme, je la répéterai jamais assez. Et puis, on peut faire ou online ou offline. Mais généralement, on acquiert, on laisse le patient respirer ou s'habiller et on fait notre analyse post-process. C'est plus simple que de le faire attendre pour une fois qu'on est content d'image. Et il faut être sûr que le frame rate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, c'est entre 50 et 60. Mais généralement, la machine, en 2D, c'est ce que vous utilisez. Entre 50 et 60. Et en 3D, c'est entre 20 à 30 images par seconde. Et c'est pour ça que le 3D est moins bon pour le strain, pour ces choses-là. L'avantage, donc il n'y a pas d'angle de dépendance comme ce qu'on disait pour le strain rate à l'époque et les Doppler tissulaires, et les résultats sont quasiment immédiats. Donc vous pouvez donner à votre oncologue les résultats immédiatement. Alors il y a beaucoup de machines, le Philips, je parle notamment des principales machines, le Philips, le GE et le Toshiba et le Hitachi, j'en ai des exemples. Normalement, ils devraient vous donner des images fiables et des chiffres fiables. D'accord? Donc là, par exemple, pour le Philips, vous avez les 3, 2 et 3, c'est lui-même qui les positionne. Vous positionnez au niveau de l'anneau mitral, l'apex, il va vous dessiner. Vous êtes content, vous continuez, vous n'êtes pas content, vous avez le droit de bouger. Le GI, lui, il va vous donner quelque chose un traquage, et il va vous dire accepte ou not accept. Donc c'est à vous, avec vos yeux, de savoir est-ce que vous acceptez ou pas. Et il va vous donner d'ailleurs les courbes là en haut là, ça va vous permettre de voir si vous êtes bon. Si vous avez des courbes dans tous les sens, ou vous avez mal traqué, ou alors le patient il est complètement dysynchrone, il a un bloc de branche gauche et vous avez plein de segments qui sont dysynchrones. Et là vous envoyez le patient au rythmologue. Alors exemple d'acquisition, voilà, 3 cavités. 3 cavités c'est important parce que à partir de celle-là, lui il va comprendre
où se trouve l'ouverture aortique et la fermeture, les 4 cavités et les 2 cavités. Il faudrait quand même avoir les bordures du ventricule gauche. Si vous ne voyez pas les bordures, mais vous voyez juste les picardes, sachez que probablement votre acquisition n'est pas bonne. Donc, comme je vous ai dit, définir l'ouverture. Alors, la plupart des machines vont vous les définir. Vous acceptez. Il n'y a pas besoin de faire un paramétrage supplémentaire. Ça, c'est un autre vendeur qui va vous donner aussi, pareil, une autre façon de voir. Mais généralement, une fois que vous avez appris sur l'un, vous travaillez pendant plusieurs années sur la même. Et voyez, les courbes vous disent de même que la systole, elle est bonne. Et vous savez qu'au niveau de l'apex et de la base, quel que soit même le malade qui est healthy, c'est-à-dire qu'il n'a aucun problème de santé, l'apex se contracte plus fort que les bases. Les bases sont toujours plus faibles. Et d'ailleurs, quand on a une maladie, quand on commence à avoir une maladie quelconque, que ce soit des coronariens, que ce soit la cardiotoxicité, que ce soit le myocarde hypertrophique ou de storage, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, c'est toujours les fibres de la base qui s'altèrent. Alors ça c'est le Philips par exemple. Et puis ça va, à moins d'avoir des troubles de cinétique segmentaire très très importants, les chiffres doivent être proches entre les 4 cavités, la 3 cavités et la 2 cavités. Si vous avez un truc qui vous donne moins 6%, l'autre qui donne moins 20%, l'autre qui donne moins 30%, sachez qu'il y a un problème de traquage. Ah, ça a disparu? Non, c'est bon. Ok. Donc là, une fois que vous avez donné, elle va vous donner ce qu'on appelle le eyeballing. Le eyeballing, ça va vous permettre tout de suite de voir si votre patient il a une pathologie ou pas. Quand tout est rouge, c'est bon signe. Quand tout est rose, c'est pas bon. Quand il y a du bleu et de tout, ça veut dire qu'il y a une désynchronie, ou vous avez fait un mauvais traquage, ou le patient il est complètement asynchrone. Ça, c'est par exemple le Hitachi aussi. Et maintenant, vous avez même ce qu'on appelle le TomTech. Il est compatible avec toutes les machines. Vous prenez n'importe quelle machine que vous utilisez, vous mettez les images dans le TomTech. Ça coûte un peu cher ce logiciel, mais je pense qu'il a diminué de prix là récemment. Et vous faites vos analyses de tous les patients. Donc, comme je vous disais, la première chose à tenir en compte, c'est l'image, la qualité de l'image. Si vous n'avez pas une bonne qualité d'imagerie, vous pouvez pas traquer un bon. Là, ça bouge pas. Bon, c'est pas grave. Donc, l'apex, c'est très important l'apex parce que si vous traquez pas la bordure de l'apex, vous voyez ici, vous avez des chiffres de strain global qui changent de moins 17 à moins 29. Donc, il faut vraiment traquer le bon visuellement. Que vous voyez l'apex et vous voyez l'anneau mitral. Pareil, quand vous traquez, il ne faut pas traquer les muscles papillaires. Les muscles papillaires, ils peuvent être déformés, ils se déforment, mais quand on parle du muscle myocardique, c'est sûr que le muscle papillaire, quand il fonctionne, ça va aider la contraction, mais normalement, regardez la différence entre les deux images, vous traquez au niveau de l'endocarde, mais vous ne tenez pas en compte le muscle papillaire. Alors, l'anneau mitral, ça c'est aussi un pitfall. Pitfall, ça peut être un piège. Si vous descendez trop bas, regardez-le d'abord en 2D, faites bouger votre image. Si vous traquez la paroi de l'oreillette gauche, vous savez que elle, c'est l'opposé. En systole, elle va grandir. Donc, si elle grandit, ça va être positif. Donc, vous allez avoir additionné des chiffres qui sont négatifs avec des positifs. Donc, ça va vous fausser votre chiffre du chiffre global, strain global du ventricule gauche. Donc, attention à mettre au niveau de l'anneau mitral suffisamment haut et ne pas prendre en considération le mur atrial. C'est très important. Sinon, vous pouvez avoir des bleus, comme vous le voyez ici, au niveau de l'inféroseptum. Quand vous voyez comme ça bleu, ça ne veut pas dire forcément alors que vous voyez qu'il n'y a pas de trouble de cinétique, ça veut dire que vous êtes en train de traquer l'oreillette gauche. Donc, c'est important de faire attention à ça. L'antéroseptum, c'est pareil. Suivez-le correctement parce que des fois, vous pouvez être amené à prendre une partie de LVOT au niveau de la chambre de chasse. Donc, faites attention et traquez-le visuellement avant de le traquer avec le speckle tracking. La région d'intérêt. Si votre muscle est très, très hypertrophié ou pas assez hypertrophié ou thin, c'est-à-dire très fin, il faut savoir définir et votre machine vous permet de définir la région d'intérêt si elle est épaisse ou fine. Moi, j'avais vu des gens qui avaient un VG qui est à 18 mm de septum et en fait, quand vous mettez la région d'intérêt, elle est très très fine. Donc, vous ne traquez pas vraiment le myocarde. Donc, vraiment, ça, c'est des pitfalls. La thickness, on appelle la thickness de ROI, c'est-à-dire l'épaisseur de la région d'intérêt, l'apex et l'anneau mitral. C'est les principaux éléments, le take-home message pour today. OK, d'accord. Donc, ça, c'est à peu près la même chose. Donc là, je vous disais, quand vous voyez un truc tout rouge partout, avec un strain qui s'affiche à moins 21%, vous êtes rassuré. Et
si vraiment au début vous êtes comment dire, vous commencez à faire de strain, ce que je ne pense pas être votre cas, répétez-le 2 fois. Il faut que vous soyez reproductible. Je vais vous montrer une étude. La reproductibilité de ce paramètre, elle est mieux que quand vous faites le E sur A. Elle est mieux quand vous faites la fraction d'élection entre vous-même et vous-même. Donc, si vous voyez moins 21 et moins 15, il y a un problème. Il faut continuer à faire de learning curve, c'est-à-dire apprenez vous-même. Quand vous voyez tout est rose comme ça, moins 3, moins 2, sachez que votre patient ne va pas bien et le pronostic n'est pas bon. Là, ici, il est à moins 5%. Donc, normal, very bad. Alors, là, par exemple, vous allez me dire, on ne voit pas très bien l'apex, ou c'est un mauvais traquage, ou le patient, il a vraiment un anévrisme apical. Et quand vous voyez en 2D, quitte à ce que faire si vous voulez faire ce qu'on appelle de l'optison, enfin de produit de contraste, vous voyez quand même visuellement que l'apex ne bouge pas trop et ça se confirme par strain. Alors, juste pour vous dire tout de suite, on n'a pas encore d'études pour utiliser le strain pour définir les troubles de cinétique segmentaire. Ça peut vous aider à l'intérieur, si vous êtes très confident et très confiant dans vos mesures, vous pouvez vous en servir pour définir des troubles de cinétique, mais normalement, les troubles de cinétique, ça reste les yeux. Ça reste les yeux, c'est pas les couleurs, et il n'y a pas d'études pour montrer que le strain segmentaire est valide en littérature. Donc, c'est le strain global dont on parle, c'est pour ça que ça s'appelle GLS, Global Longitudinal. Donc, c'est le chiffre total, c'est pas le chiffre par segment. Si on me dit, par exemple, ici, à moins 3, le septum au niveau moyen, je suis pas ce que ça veut dire moins 5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le GLS, c'est-à-dire le strain global, le chiffre global que vous allez regarder, qui est la 3e ligne. OK? Donc, c'est important vous voyez, là, il y a des troubles de cinétique, mais est-ce que vos yeux, vous les ont confirmés? Si oui, vous êtes un expert en échographie, vous voyez qu'avec vos yeux, il y a, par exemple, l'inféroseptum et la paroi inférieure est akinétique, et ça vous confirme en strain, ok, mais pas l'opposé. Donc, si vous dites, oula, tout est normal, mais j'ai truc, je fais confiance au strain, non. Pour le segmentaire, non, s'il vous plaît, c'est important. Alors, ici, c'est pareil, la dyskinésie, par définition, je vous dis, la dyskinésie, c'est-à-dire, il se raccourcit pas, il s'allonge pendant la systole, donc c'est pas bon, et vous allez avoir des couleurs comme ça bleues, alors que l'apex bouge tout seul. Il y a une situation où vous avez des fois ou l'opposé, pardon, c'est l'opposé, quand vous avez la maladie de Takotsubo, vous avez une hyperkinésie au niveau des bases, et vous avez toute la paroi moyenne jusqu'au apex, qui ne se contracte pas très bien, et à ce moment-là, vous allez avoir des images un petit peu inversées, ou le Takotsubo inverse. Bon, en tout cas, quand vous avez un bleu comme ça, sachez où c'est un problème de traquage, vraiment, ou vous avez un patient qui a des dyskinésies. Alors là, c'est pour ceux qui m'a dit, Dr Mir, tout à l'heure, m'a dit, Daniel, je ne fais pas confiance à ma machine. Alors, il y a un médecin qui s'appelle Dr Voigt, que vous connaissez très bien, qui est très sympa et qui est très bon. Il a eu la bonne idée d'utiliser cette machine d'échographie. Donc, tout ce que vous avez sur le marché, je pense qu'il l'a testé. Il a pris cette machine d'échographie de fournisseurs d'écho, faite par le même opérateur. C'est-à-dire, il a pris Hassan, il lui a dit, tu vas faire le même patient sur cette machine. Il veut voir la reproductibilité, la différence entre les machines et la différence, est-ce que vraiment ça donne des résultats bizarres. Il a pris 62 sujets volontaires qui ont une échographie transthoracique avec une bonne qualité. Il a pris le même patient, il l'a fait passer sur les 7 machines. C'était un projet superbe. Et là, il le dit d'ailleurs. Il dit c'est le Hitachi, le Esoba, le GE, le Philips, le Samsung, le Siemens, le Toshiba, l'Epsilon et le Tomtec. Donc, il a pris quand même toutes les vendeurs possibles et il voulait utiliser la variabilité du strain intervendeur et intra-observateur et comparaison par rapport à celle des paramètres conventionnels ETT. Et voyez ce qu'il a trouvé, que le résultat entre les 7 vendeurs, je vous avais dit entre donc la normale à partir de 18, donc entre moins 18 et moins 21%. Donc il y avait une différence certes, mais avec le même patient, si mettons vous prenez le Samsung ou le Siemens et vous avez moins 18, c'est la normale pour cette machine-là. Donc, vous suivez le même patient avec la même machine. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire le Siemens et demain avec le Philips ou après-demain avec le GE. Donc, c'est important. Mais n'empêche que vous avez remarqué que pour les volontaires sains, il n'a pas trouvé moins 16, moins 15. Donc, la normale, c'était de moins 18 jusqu'à moins 21. Et la valeur interobservateur, inter et intra absolue, et elle n'était pas plus que 2%. Donc, c'est pas mal. Alors, vous savez que pour la fraction d'élection, c'est entre la variabilité entre moi-même et moi-même pour faire la fraction d'élection simple. 5 à 10%, effectivement. Donc, c'est quand même plus important. Là, c'est moins de 2%. OK? Alors, donc, la variabilité également interobservatoire des paramètres était supérieure à celle du GLS. Regardez, par exemple, entre le E sur A, le septum interventriculaire, le diamètre télédiastolique, tous les paramètres, ils variaient beaucoup plus que le GLS lui-même qui était beaucoup moins variable.
Donc, bien sûr, il y a un effet de l'expérience et du training de chaque personne, mais je pense qu'à partir d'un certain nombre on estime, nous, quand un sonographe arrive, il faut faire 20 patients, au bout de 20 patients, il doit être autonome en GLS. Donc, on lui laisse, et il y a quelqu'un derrière lui, pour faire le GLS, autour de 15-20 patients, normalement, il devrait être bon. Donc, franchement, c'est pas incontournable, surtout si vous commencez par prendre des malades normaux. Alors, ici, vous avez un patient qui a une bonne qualité d'image. On peut pas dire on voit quand même les bordures, mais par contre, ce que je vois moi ici, je le vois pas bien ici. Donc, je pense que la transmission, je sais pas si vous voyez les bordures. Et malgré une bonne qualité, eh ben, le sonographeur qui est novice, qui n'a pas encore l'habitude, il a fait un mauvais traquage de la paroi inférolatérale et la paroi latérale. Donc, vraiment, des fois, c'est pas que la faute au patient, c'est pas que la faute. Vous pouvez faire un mauvais traquage parce que vous avez traqué pas le bon muscle. Alors, la longueur du cycle. Là, par exemple, faites attention, c'est pour ça que je vous dis, si vous prenez un cycle et vous le coupez au milieu, vous voyez très bien que déjà on ne traque ni la systole ni la diastole. Donc, celui qui ne traque pas bon, il ne peut pas avoir un bon strain. Donc, la longueur du cycle est très importante. Prenez tout le cycle cardiaque de la systole à la diastole et ne coupez pas au milieu. La paroi latérale, elle est des fois, on ne peut pas bien la voir. Donc là, vous allez voir, c'est pas qu'il est dyskinétique, parce que encore une fois, votre mesure à vous, votre paramètre de fiabilité, c'est vos yeux. Donc vous ortez le strain et vous voyez est-ce que la paroi latérale se contracte bien ou elle est dyskinétique. Si elle n'est pas dyskinétique et vous avez ce traquage-là bleu, c'est que c'est pas bon. Le bleu, ça veut dire attention, ça veut dire qu'il se allonge, il se raccourcit pas le cœur. Donc c'est pas bon. Donc ça veut dire que vous avez fait un problème de traquage, refaites-le. Alors l'utilité, parce que normalement, donc là c'est bon pour les techniques et les pitfalls et les pièges. Très important, le cycle le CG, le bon traquage, votre vérification avec vos yeux, avec les bonnes bordures. Des fois, vous avez besoin de l'optison pour si vraiment c'est important pour la chimiothérapie. Quand est-ce qu'on peut utiliser le strain? Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu tout à l'heure que c'est un paramètre très important au niveau diagnostic et pronostic. Et ça, c'est vrai. Et ça a été confirmé au nombre, un certain nombre d'années maintenant. C'est pas uniquement pour faire beau pour l'échographie. Quand c'est impossible de faire la fonction systolique par les méthodes classiques, vous avez un stroke volume, vous faites la fraction éjection, vous n'arrivez pas et vous voulez vraiment une fraction éjection précise, vous pouvez prendre ce GLS et vous pouvez en déduire. Il y a une formule qui a été faite un certain nombre d'années, c'est la fraction éjection, c'est 2,7 multiplié par ce GLS plus 10. Donc si, mettons, vous avez un GLS de 10, 2,7 multiplié par 10, 27 plus 10, ça fait 37%. Ça ne marche pas tout le temps, mais globalement, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Si le GLS est à 10, il est impossible que la fraction d'éjection soit à 70% ou à 60%. D'accord? Donc, il y a une relation entre le GLS et la fraction d'éjection. Quand il y a une discrepancy, c'est-à-dire une discordance entre deux mesures, par exemple, vous avez un stroke volume qui est très bas, une fraction d'éjection normale, faites le GLS. Moi, je l'ai montré beaucoup aux fellows, ils sont contents. Et vous pouvez même prendre l'onde de S, qui est en Doppler tissulaire, l'onde de S à l'anneau mitral, latéral et septal. Globalement, je leur dis toujours, quand c'est 5 cm, 50%. Quand c'est 3 cm par seconde, c'est 30%. Quand c'est 8 cm, c'est 60%. Donc, au lieu d'un 8 cm, mais ceci dit, bon, c'est un chiffre qui est au niveau d'un point, d'un segment. Donc, c'est pas comme le GLS, c'est moins précis, mais ça vous donne une ordre d'idée un petit peu de ce qui se passera. Quand vous avez une borderline IF, toi tu dis 40, lui il dit 45, l'autre qui dit 50, qui dit mieux, eh ben, faites le strain, ça va vous donner une fonction systolique un peu plus précise. Gray zone, ce qu'on appelle les gray zones, et c'est important pour le suivi des patients. Quand vous avez besoin absolument de détecter une dysfonction latente qui est, vous avez besoin, le patient a reçu beaucoup de chimiothérapie, la fraction d'éjection reste préservée autour de 50, vous savez pas ce qu'il faut dire au oncologue. Allez, vas-y, continue, ou je donne un cardioprotecteur. Je pense que demain, on aura une session complète sur la cardio-oncologie. C'est vraiment, je vais vous montrer, c'est vraiment dans les guidelines un paramètre important. Les oncologues vous le demandent, faites-moi un GLS. En plus des marqueurs myocardiques, la troponine. Quand vous avez quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, eh ben c'est très important. C'est très important. J'avais fait une fois un topo sur le strain chez les femmes et chez les hommes. C'est vrai que ça donne une idée. C'est très corrélé chez les femmes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez pas, je ne sais pas si vous en souvenez des résultats de Paragon. Ça marchait bien. Pourquoi ça? Ça marchait bien chez les femmes, l'Entresto, et ça marchait moins bien chez les hommes, probablement parce que quand on voyait le GLS, il était plus bas chez les femmes, et ça correspond que ces patientes-là avaient une dysfonction systolique latente qui ne se montrait pas par la fraction d'éjection, et donc quand on leur donnait un traitement d'insuffisance cardiaque, ça marchait bien. Donc c'est quand même important chez les patients HFpEF de faire le GLS,
Et puis, quand vous avez des valvulaires, vous savez pas trop quand est-ce qu'il faut les opérer. Le patient vous dit, wallah, wallah, je suis asymptomatique. Vous savez, à Riyad, il y en a plein, hein, des asymptomatiques. Mais vous êtes sûr, machin, et vous faites, une insuffisance mitrale sévère, je sais pas quand est-ce qu'il faut le faire. En plus, ce que je vous dis pas souvent, c'est que les diamètres télédiastoliques et télésystoliques sur lesquels se basent les guidelines, je ne sais pas au Maroc, mais moi je suis sûre, à Riyad, ça marche pas. Ils ont, on a pratiquement tous les insuffisances aortiques ou les insuffisances mitrales à des diamètres télédiastoliques et télésystoliques beaucoup plus basses que le veut la littérature. Donc ça veut dire qu'ils dilatent pas trop leur VG. Je ne sais pas pourquoi ils sont petite taille. Est-ce qu'ils ont de la fibrose qui n'existe pas en Europe? J'en sais pas. Donc on peut pas des fois compter. Ce que je vous conseille de faire dans ces conditions, vous avez une sévérité confirmée. Vous avez un patient qui vous dit ouais les symptômes je sais pas où il est asymptomatique. Vous faites le strain. Vous dites le strain est à moins 17%. Quand même dans l'insuffisance mitrale il devrait être hyperkinétique. Il devrait être à 65. Donc, si vous voyez, vous êtes sûr de votre strain, il est plutôt borderline, ça veut dire qu'il n'y a plus de réserve de myocarde. Attention, peut-être il faut y aller à la chirurgie. Moi, je l'utilise comme ça dans ma tête. Pareil pour l'insuffisance aortique. Un insuffisance aortique, normalement, il devrait avoir une fraction d'éjection 60%, 55%. Vous avez un strain qui commence à baisser, c'est pas bon. Alors que vous êtes sûr de l'insuffisance aortique, de la sévérité, mais le patient jure sur Dieu qu'il n'a pas de symptômes. Donc, c'est là, ça peut vous aider. Des fois, qu'est-ce que je leur fais aussi? Je leur fais un peu d'effort et ça démasque des choses. Des fois, ça démasque pas quand ils ne marchent pas ou ils font rien, mais des fois, ça aide. Donc, vraiment, ça, c'est les principales indications. J'en avais cité 6, mais vous pouvez en trouver d'autres. Alors, pour lesquels patients? Dans le diagnostic, comme je vous ai dit, dans le management, comme je vous ai dit, des fois, ça peut vous aider parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin toujours des guidelines? Ils vous disent, les guidelines sont pas là à suivre bêtement comme ça, toc, toc, toc. Il y a l'œil du clinicien et votre principe à vous qui va vous guider, comment expliquer au patient qu'aujourd'hui il va vous opérer, aujourd'hui on va vous faire ça, ou on va vous donner un traitement. C'est là ils vont vous donner des guidelines, ça s'appelle des guidelines par définition, c'est pas des obligations, et après c'est à vous de décider. Donc ça c'est des outils pour vous à l'intérieur de votre tête pour dire qu'est-ce que je peux faire pour ce patient. Donc virtually any disease, moi je marque toujours virtually any disease, donc n'importe quelle pathologie, ça va vous aider en général. Pour le myocarde, à n'importe quel stade de la maladie valvulaire, et coronarienne, etc. Donc pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les fibres longitudinales sont très très vulnérables et c'est les premières fibres à souffrir quelle que soit la pathologie, que ce soit les valves, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit l'amylose, que ce soit les storage, n'importe les coronariens, c'est toujours au niveau des fibres longitudinales qui souffrent le plus et qui sont les plus vulnérables. Alors les autres indications, la chimiothérapie, ça on va en parler demain, ou tout à l'heure aussi j'ai quelques exemples, les cardiopathies infiltratives, hypertrophiques, les cardiopathies ischémiques avec pas de troubles de cinétique segmentaire apparentes. Et puis, d'autres indications, Dr Rachid m'a demandé de parler du VG, mais n'oubliez pas qu'on peut traquer de la même manière. Il n'y a pas de logiciel particulier pour le VD, mais on peut utiliser inverser. C'est ce que le docteur me disait, on peut inverser, ou alors laisser tel quel, et on prend juste la paroi latérale du VD. D'accord? Donc, on peut traquer le ventricule droit avec beaucoup d'études, notamment de l'équipe à l'époque où docteur Mona était à Créteil. Il a fait un beau travail avec Julien Ternat sur plus de 200 patients post-chirurgie cardiaque sur le tracking et le strain du VD dans le pronostic. Donc c'est quand même, ça se fait. Et puis bien sûr, la sclérodermie, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Il y a des gens qui ont un VG normal, mais ils ont une sclérodermie et un VD normal apparemment, mais quand même, ils ont une altération du VD. Le strain atrial, de plus en plus on en parle. Je pense que demain, il y a une session tout entière sur les hot topics sur le strain atrial. Oui, non, peut-être. Non, ah bon, c'est bien, en parler alors. Alors, le strain atrial, vous avez l'impression que c'est une vue de l'esprit. C'est pas une vue d'esprit du tout, du tout. Il y a beaucoup d'études qui montrent, et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, Popesco, je crois, docteur Popesco m'avait dit il y a 2 ans, probablement, les prochaines guidelines sur les filling pressure, sur les pressions de remplissage, ils vont entrer le strain atrial dès que les machines sont prêtes. Le problème de ça, c'est pas que la valeur, le paramètre n'est pas bon, c'est qu'il faut que tous les échographes et les vendeurs et les gens puissent être capables de le faire en pratique. Si tu introduis un paramètre que personne ne fait, ça servira à rien. Donc, il faut vraiment un paramètre simple. Et moi, personnellement, j'ai commencé à faire le strain atrial depuis 2008 ou 2009. Franchement, je peux vous dire, il est plus facile que le VG. Franchement, je vous le dis la vérité, le traquage de la paroi atriale est plus simple que la paroi du VG. Alors, là, je vous ai mis les guidelines 2016, mais c'est exactement la même chose. Dans les heart failure, on fait, c'est une indication 2-1. C'est quand même très robuste. C'est pas 2B, comme tu veux, fait ou pas fait. Chez les gens qui ont une insuffisance cardiaque clinique, il faut faire le strain dans le pronostic et le management de ces patients-là. D'accord? Pour identifier ce qu'on appelle myocardial dysfunction at preclinical stage.
Alors, ici, il y a beaucoup d'études. Je vous ai mis une, mais il y en a une de Bordeaux, du professeur Habib avec Stéphane Lafitte, qui ont montré que la valeur du strain, elle a une valeur rajoutée incrémentale par rapport à la fraction d'éjection, par rapport au E sur prime, par rapport au BNP, pour le management de ces patients. Là, ils ont pris un GLS à 10%, ils ont pris 8%. Sachez que le paramètre, c'est le cut-off, c'est-à-dire c'est l'air sous la courbe qu'ils prennent selon les études. Mais globalement, vous savez que ce moins 8%, votre patient ne va pas bien. D'accord? Et ça, vous voyez, quand on monte ces analyses-là, ça veut dire que quand vous rajoutez, c'est pas une vue de l'esprit, plus vous rajoutez un paramètre, et ça reste significatif, plus la valeur rajoutée de ce paramètre que vous mettez. Ça veut dire quand vous faites, autrement dit, un BNP, un sur prime, c'est pas de la répétition. Vous avez une valeur indépendante, pronostique de chaque paramètre. OK? La détection de la cardiotoxicité, voici un patient, par exemple, il a une fraction d'éjection normale, un strain à moins 18%, et vous lui donnez de la chimiothérapie, quelques cycles plus tard, il commence à altérer, alors même que la fraction d'éjection reste visuellement. Alors, je ne sais pas Khadija, est-ce que tu vois une différence entre fraction d'éjection entre les deux? Visuellement. Au docteur Mbarek. Mbarek, peut-être il ne va pas se vexer si je vous pose la question. Non. Alors, par contre, le strain, si vous lisez, parce que je suis désolée, je n'ai pas pu agrandir plus, c'est descendu à 15%. Hein? Et donc là, ce que je vous dis, et qui a été répété dans les guidelines, c'est que le changement doit être supérieur à 15%. C'est-à-dire que si la variation du strain est plus de 15% de sa valeur initiale, on considère que c'est significatif, il faut faire quelque chose, il faut le signaler à l'oncologue. Si vous n'êtes pas sûr, moi ce que je fais personnellement, parce que des fois, il y a quand même une décision, je dis au patient, revenez dans une semaine, je refais le strain. Si le strain reste bas, ou si la troponine est un peu augmentée, ça veut dire qu'il y a vraiment une chimiotoxicité. Et je dis, on va commencer, si vous vraiment vous pouvez pas changer de médicament, et ben je donne les bêta-bloquants et les ACE inhibitors ou les ARB ou les cardioprotecteurs. Donc il y a quand même une valeur pour ça, alors même que la fraction d'éjection, vous allez dire, elle est à 55%, c'est pareil. D'accord? Donc c'est vraiment moins de 8% de variation, vous considérez que c'est la machine ou c'est la variabilité inhérente à la technique. Comme vous dites 52, 53%, 50%, vous n'allez pas dire à l'oncologue, écoute, je suis passé de 50 à 52 ou de 52 à 50. Vous êtes d'accord? OK, donc pour le strain, c'est pareil. Moins de variation de 8%, n'en tenez pas compte. Plus de 15%, ça commence à être significatif, surtout si c'est confirmé à deux mesures différentes ou par deux collègues différents. La conséquence, il va vous en parler à l'oncologie, c'est que vous allez ou changer de régime thérapeutique ou vous allez donner des cardioprotecteurs, mais en aucun cas, c'est à vous, cardiologue, de dire, écoute, stop les médicaments, arrêtons le traitement du cancer. C'est pas ce que je vous dis, mais au moins prendre des décisions qui nous concernent en termes de traitement cardioprotecteur. Là, c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est toujours bien parce que ça prend tout ce qui est dans la littérature et qui se ressemble, des études qui sont pas hétérogènes. On étudie toujours l'hétérogénéité des études impliquées. Il y a 35 études, plus de 1500 patients avec, pendant et après le cancer, après la chimiothérapie avec anthracycline ou trastuzumab. Et puis, il montre que ces types de médicaments altèrent la déformation myocardique, mais qui sont précédés, avant la fraction d'éjection, précédés par des altérations du GLS avec une altération à 10 ou 15%. C'est-à-dire, entre eux, ils ont pris 10 à 15% de early reduction en GLS. C'est-à-dire, s'il y a une diminution de plus, enfin, un changement, diminution, on a un certain en valeur absolue, de 10 à 15% du GLS durant la chimiothérapie, c'est vraiment, ça va vous prédire dans un moment que la fraction d'éjection va baisser. Attention. Donc, vous donnez au patient, ou ça va donner des signes cliniques. Alors, ça, c'est le consensus de 2014, qui est très, très bien fait, américain et européen. Et puis, probablement, ils disent ce que je vous ai dit. Donc, 53%, 53, GLS diminué et troponine augmentée, pardon. Est-ce que vous faites à ce moment-là une consultation cardiologique? S'il n'y a pas de différence de plus de 15%, la troponine reste normale, vous faites un follow-up et vous revoyez le patient dans 6 mois. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a écrit aussi un consensus, j'avais participé en 2016 à ce consensus, et exactement, ils ont dit la même chose, GLS supérieur à 15%, un pourcentage relatif. Autrement dit, quelqu'un qui passe de 20% à 17%, c'est pas bon. OK? Alors, ils disent toujours, il faut faire du 3D. Je sais que vous n'avez pas le temps de faire du 3D. C'est pour ça que dans les récentes guidelines dont ils vont parler demain, dans les 2022, ils disent whenever available. C'est-à-dire, faites le 3D whenever available, mais sinon, contentez-vous du 2D. Mais si vous pouvez le 3D, faites-le. Ça a été écrit par une task force très importante, plus de 80 auteurs. Alexandre Lyon, c'est un type qui est très, très intelligent et il nous a aidé beaucoup dans les guidelines précédentes. Et donc, 7 ans après, ils ont fait ces nouvelles guidelines. Et vous voyez ici, vous ne pouvez pas peut-être lire tout, mais globalement,
le TT, alors regardez ce qu'il a marqué, LVF and GLS reduced. Ça veut dire qu'il prend en considération non seulement la fraction d'éjection, mais aussi le GLS. Et là-bas, il vous détaille qu'est-ce qu'ils vont faire dans les paramètres échographiques. Juste pour vous résumer tout, globalement, faites une écho complète. Donc l'oncologue qui vous dit, s'il te plaît, fais-moi une échographie rapide, j'ai besoin juste de la fraction d'éjection, c'est des conneries. Il veut une échographie complète parce que tout a une valeur. Et nous, on a une grosse discussion comme ça à Riyad. Les gens nous appellent, on a besoin juste d'une fraction d'éjection. Et si je vois une insuffisance mitrale, je ne la quantifie pas, je vous envoie le patient. Et si je vois un épanchement péricardique post-Hodgkin, je ne le vois pas, qu'est-ce que vous racontez? En fait, les gens cherchent à dévaloriser un petit peu, aller trop vite dans l'échographie. Nous, on veut juste vous demander une fraction d'éjection, c'est pour ça vous pouvez faire 10 échographies pour l'oncologue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a besoin de tous ces paramètres. Et ça, c'est les deux dernières guidelines du mois dernier. Donc, juste pour vous dire, quand vous faites une échographie pour l'oncologue, ne vous faites pas avoir. Faites une échographie complète. Vous la faites payer complètement comme si c'était une écho et vous regardez tous les paramètres, incluant le TAPSI, etc. Et en plus, ils vous mettent GLS. Donc le GLS, il a un prix aussi. Ça prend du temps, ça prend 3 minutes de plus. Donc il faut quand même aussi le facturer. Je parle des gens, pas forcément arrière, tout ça, tout le monde, et calcule tout le monde. Ce qu'on appelle les RVU, c'est un paramètre qui globalement, on nous valorise, on nous dévalorise. Et on est en pleine lutte, lancement de demande Najmeddine, on est en pleine lutte dessus parce que les gens dévalorisent notre travail. Ils disent que l'échographie n'amène pas à l'hôpital grand-chose. Le GLS, le 3D, tout ça, ça prend du temps et il est compté comme genre de $8. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dévaloriser notre travail. C'est dans les guidelines, il faut faire le GLS pour l'oncologie. Alors, les cardiomyopathie, là, c'est un travail pareil de Thomas Marwick qui est super, il a des idées extraordinaires. Il a pris des patients qui ont une LVH, une hypertrophie ventriculaire gauche. Il a regardé les paramètres standards et il a dit à des experts de niveau 3 d'échographistes de faire le diagnostic avec les paramètres standards et le 2D. Alors, la concordance entre les diagnostics, il a dit, ah, ça c'est une stose aortique, ça c'est une hypertension artérielle, ça c'est une amylose, ça c'est une Fabry, c'était de 28%. Seulement 28% de concordance entre les experts. Donc, pour vous dire. Après, il leur a dit, très bien, je vous ai donné ces paramètres. Et alors, le CG n'aidait pas trop dans ce moment. Le CG était normal. Il n'y avait pas d'hypertrophie. Donc, ça ne pouvait pas trop les aider pour dire, ah ben tiens, ça c'est une CMH apicale, ça c'est une CMH. Vous voyez, donc le CG n'était pas possible d'aide. Et il leur ajoutait la valeur du strain. Et là, tout de suite, on a reclassifié la concordance entre les différents docteurs experts, était passée à 57% et c'était significatif. On est passé d'erreur de 22% à 57%, donc plus de la moitié d'eux étaient d'accord sur le diagnostic, avec notamment une classification de tout ce qui est et qui nous pose problème, et demain on va en parler, ce problème d'amylose cardiaque. Ils ont classé plus de 25% des patients qui étaient classés comme des hypertensions artérielles ou des HFpEF, ils ont été reclassés comme des amyloses, rien qu'à la valeur du strain et l'aspect du strain lui-même. Donc c'est vraiment important, et je vais vous montrer quand même qu'il n'y a pas que l'amylose, il y a d'autres pathologies qui, là par exemple, quand vous voyez un bulging du septum, juste un bulging septum. Alors tout le monde pense, et on vous a appris à l'école, on nous a toujours appris, moi aussi, et ça je l'ai appris avec le temps ici à Riyad, c'est que l'hypertension artérielle ne donne pas une hypertrophie concentrique comme on le pense. Ça vraiment, ça atteint le septum, antéroseptum basal, et ça donne ce qu'un aspect typique chez les personnes âgées, cet aspect le bulging du septum. Donc quelqu'un qui a une valeur du strain à moins 12, tout le reste il est normal, mais à moins 12 au niveau de l'antéroseptum, ça c'est penser à l'hypertension. Je suis pas en train de vous dire de faire le diagnostic d'hypertension sur le strain, mais le pattern du strain permet de vous dire, ah ça c'est pas un Fabry, ça c'est pas, etc. D'accord? Alors, ça c'est un travail par exemple pour comparer les hypertrophies sarcomériques avec les contrôles. Bah, il n'est pas... Ça c'est un papier qui était dans le JACC, mais ça c'était il y a 20 ans. On acceptait beaucoup de papiers à l'époque. Regardez, il nous dit que dans entre les HOCAM et les contrôles, bah, le strain était à moins 18% chez les normaux et à moins 11%. Est-ce qu'on avait besoin du strain pour dire que les HOCAM, ils ont une altération, des muscles, une dysfonction musculaire très très importante qui fait que le strain est plus bas et que leur myocyte ne marche pas bien comme les contrôles. Bon, c'est bon de le savoir. Et par contre, regardez l'APEX, moins 23, moins 21. Donc ça, ce que je vous ai dit, l'APEX, il a du mal à s'altérer. Il est le dernier, en fait, à s'altérer quand on voit le GLS. Et le HOCAM, en général, ce que vous devez savoir, c'est que la valeur du strain segmentaire va baisser exactement là où il y a le thickness, là où il y a l'épaisseur. Quelqu'un, par exemple, qui a une hypertrophie asymétrique au niveau de la paroi antérieure, bah, vous allez voir, comme par hasard, le strain va être baissé au niveau de la paroi antérieure ou la paroi septale. Il me reste 5 minutes. Donc ici, juste pour vous donner des différents patterns
comme je vous ai dit ici, l'hypertension, ben, c'est l'endroit du bulging septum. Au niveau des HOCAM, là où il y a des épaisseurs du septum. Au niveau de la sténose aortique, vous allez me dire, oh là là, ça ressemble beaucoup à l'amylose cardiaque. C'est vrai, c'est toutes les parois basales qui est plus basse que la paroi apicale et mid. Mais par contre, la seule différence avec l'amylose, c'est que le rapport entre la base et l'apex, les valeurs de strain, elle est beaucoup plus élevée pour l'amylose que pour la sténose aortique. Et ça, c'est un des paramètres qui va nous dire, ce patient, il a en plus de la sténose aortique, peut-être une amylose cardiaque. Et puis, dans l'insuffisance mitrale, je vous avais dit tout à l'heure, n'attendez pas à des valeurs de strain normales. C'est moins 20, moins 18, moins 19. Si votre patient, il tolère bien son insuffisance mitrale, son strain doit être à moins 23, moins 24%. Donc vraiment, dès que l'insuffisance mitrale sévère, je parle de l'insuffisance mitrale sévère, le strain baisse à moins de 20%, c'est pas bon pour lui. D'accord? Et la Fabry, une raison, on n'a pas toujours compris pourquoi dans la maladie de Fabry, le septum reste bon, mais la paroi inféro-basale et latérale basale s'altère. Et d'ailleurs, Nawal, elle est en train de baisser, donc je pense qu'elle connaît le papier qui corrèle la valeur du strain avec l'IRM cardiaque que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, c'est une question pour vous, parce que je vois que vous commencez à vous impatienter. Si je vous pose la question, quelle est votre hypothèse pour chaque malade là? Qui c'est qui veut se mouiller là? Ah, ça marche pas là. Ah mince. D, par exemple. C'est quoi D? Il y a 4 types d'hypertrophie. Allez, Saïd. Ah, je suis contente que Saïd se mouille. Ah, ouais. Alors, le D, alors je sais pas pourquoi pourtant hier, il bougeait. Hein. Je pensais qu'il allait me dire un diagnostic. Alors, le C, vous dites c'est une amylose. D'accord? Ah, bravo. Il a regardé l'ensemble, vous voyez, il n'a pas regardé que le VG. Hein. Alors, c'est sûr que si je donnais le strain, ça aurait été plus facile. Mais visuellement, il n'a pas tort. Le C pourrait être une amylose. Le B, ça peut être une sarcomérique. C'est un peu concentrique, non? Ah, le A, vous l'avez vu, ça bouge pas aussi. Sarcomérique parce que c'est très asymétrique et c'est le septum qui est très, très élevé. Donc, et le D, qui bouge pas, qui est concentrique, c'est pas une hypertension, c'est le cœur du rein. Le cœur de l'insuffisance rénale ou du dialysé, souvent, ça se présente, et ça, c'est un gros problème, je vais vous en parler demain. Le cœur du dialysé, c'est un cœur qui est vraiment, je pense qu'une fois, Marie-Christine, vous avez fait un topo là-dessus, il était très bien. C'est une hypertrophie concentrique parce que ça dure dans le temps. Les dialysés, ils ont un cœur vraiment, d'ailleurs, ils ont peut-être, mais ça n'a pas été prouvé, un dépôt d'amylose, mais pas l'amylose TTR, mais l'amylose qui est sécrétée, en fait, par les produits de dialyse. Je pense que le docteur, il est au courant. Donc là, c'est sur une patiente, c'est quoi ça, Saïd? C'est facile, ça. Parce qu'il regarde autour du VG. Regardez le septum interatrial, Khadija. Ouais, ça c'est une amylose. Alors, regardez ce que je vous ai montré. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un NT-proBNP supérieur à 50 000, combien d'insuffisants cardiaques ils arrivent dans votre bureau à 50 000 ou 70 000? Il y a une sécrétion intrinsèque, en fait, de myocarde de l'amylose qui sécrète beaucoup de BNP qui est au-delà. Nos insuffisants cardiaques normaux, c'est 5 000. 3 000, 5 000, 6 000 maximum. D'ailleurs, c'est ce qui est inclus dans les études Entresto. Donc, chez un patient, non seulement il a le strain basal qui est complètement naze, il a le BNP qui est très, très élevé, une dame qui a une petite tension artérielle, et le septum interatrial est très épais, les valves sont très épaisses, le VD est épais, mais je sais pourquoi ça coupe tout le temps. C'est bizarre, ce truc. OK. Alors, ça, c'est un patient qui a quoi? Vous allez dire, elle va nous montrer que ça. Ça, c'est pareil, mais c'est un autre logiciel. Ça, c'est pareil. Quand vous faites le rapport entre la base et l'apex, il est supérieur à 2. Donc ça, c'est pas une sténose aortique. C'est un patient aussi, un BNP très, très élevé. Et je vous avais mis low cardiac output, low absolute voltage. Amylose cardiaque très, très sévère. Le malade est mort quelques semaines après. Alors ça, donc peut-être vous faites allusion. Ça, c'est dans la maladie de Fabry. Il y a eu 100 malades de Fabry. C'est énorme, 100 malades. Hein. 42 hommes, 40 ans la moyenne d'âge. 50% tout le monde a eu des IRM. Ça, c'est un travail allemand. Ils font l'IRM et le strain. Et vous voyez qu'il y a une excellente corrélation entre le LGE, c'est-à-dire le rehaussement myocardique avec injection et les altérations du strain. Première ligne, vous voyez, il n'y a pas de LGE, pas de rehaussement tardif, pas de fibrose, le strain est normal. C'est des malades qui ont tous des Fabry, hein, donc ça veut dire que l'atteinte n'est pas importante, il n'y a pas encore de la fibrose. Modérate decrease at lateral side, vous voyez le GLS à latéral, ils font comme par hasard, ils font l'IRM, le LGE, c'est-à-dire le rehaussement tardif, il est présent, mais il est autour de 2%. 2% de toute la surface du myocarde.
Et le troisième malade qui a une altération de GLS, particulièrement au niveau de la paroi inférolatérale et latérale segment, le rehaussement est diffus, il est supérieur à 10%. Alors, vous regarderez aussi, par rapport à d'autres pathologies, pour la maladie de Fabry, c'est un focal LGE, c'est-à-dire c'est un rehaussement tardif au niveau mid et épicardique, contrairement à l'endocarde où, par exemple, c'est l'amylose. Donc, vraiment, le late enhancement, il est associé avec une valeur plus basse de strain et l'aspect, le pattern du strain permet de dire que ça, c'est plutôt un Fabry que c'est pas une amylose. Alors, donc ça, c'était juste pour vous montrer le Fabry, mais j'aurais peut-être pas le temps de le détailler. Ça, c'est un exemple d'un malade qui est dialysé. Ah, mais hier, il marchait. Là, il marche plus. C'est bizarre, ça. Ah. Tout ça pour vous dire que le GLS global, il était plus bas chez les malades de Fabry, surtout ceux qui avaient une hypertrophie avancée, et surtout plutôt dominant à la paroi inférolatérale. Vous allez me demander pourquoi l'inférolatérale, je ne sais pas, toutes les études montrent la même chose. Ça commence au niveau inférolatéral et à un stage très très tardif, ils ont une fibrose, une akinésie de la paroi inférolatérale, le malade qui ne répondra plus au traitement de remplacement enzymatique. Donc vraiment, ces malades-là, rappelez-vous-en, peut-être vous n'allez pas en voir tous les jours. Vous voyez, ça c'est juste pour vous montrer le patient. Ça c'est un autre patient. Donc ça, est-ce que j'ai l'échographie? Oups. Voilà, il est là le patient. Ah oui, il est là, je l'avais caché. Ok. Alors, ça c'est un patient qui a, oh là là, ça a coupé au milieu, qui est à 55 ans, qui est adressé pour un BAV de haut degré à Najmeddine. On lui fait une échographie. Le strain global, il est normal, mais vous voyez qu'il y a une petite altération. Ah mais non, mais c'est un problème là. Pourquoi vous ne le voyez pas là-bas? Le strain, il est global, mais vous avez une petite partie du strain qui est altérée au niveau mid-septum. Au niveau mid-septum. Il se trouve qu'il a eu et voilà, ici, en fait. Voilà. Il est à moins 12%, moins 10. Donc, la première chose qu'on dit, c'est une erreur de quoi? C'est une erreur de machine, technique. Et en fait, quand ils font l'IRM et quand ils font le diagnostic, ils tombent sur un diagnostic de sarcoïdose, ils se rendent compte que c'est en fait un granulome, il n'y a pas de muscle. C'est un granulome qui se retrouve au niveau de la biopsie, qui se retrouve au niveau de l'IRM, et c'est vraiment, ça correspond, vous revenez à l'échographie, vous dites, tiens, c'est bizarre, le GLS, il était vraiment à cette partie-là. Moi, je pensais honnêtement, à l'époque, quand je l'avais fait, je me suis dit, c'est bizarre ce truc-là, tout est bon, sauf cette partie-là. Et c'est le vu mid-septal. Et ça correspondait pile poil au granulome de la sarcoïdose myocardique. Donc c'est vrai que ça peut aider, mais a posteriori, il faut avoir Ça, c'est l'ataxie de Friedreich. À un stade avancé, il n'y a rien qui se passe. Et au niveau inférolatérobasal, et à un stade avancé, ça donne des altérations un peu diffuses, c'est pas spécifique. Alors, ici, c'est un patient. Alors oui, ça, c'est les derniers cas que j'ai. C'est un patient qui a une sténose aortique sévère, 60 ans, qui n'a pas beaucoup de symptômes ou très peu. Vous voyez, les paramètres, toutes concordent par une sténose aortique sévère. Le DVI est 0,21%, l'air valvulaire 0,60. La seule différence entre ce patient-là, alors ici, le strain, il est à moins 22%, donc normal. Et ça, c'est un autre patient, pareil, 49 ans, un homme, pas beaucoup de symptômes, la même sévérité, mais le GLS, il est à moins 12%. Vous pensez que ces deux patients, ils sont les mêmes? Non. Donc, il y en a un qui a un pronostic qui sera moins bon. Il y a dire qu'il y a plus de fibrose myocardique. Et vous savez qu'on commence à parler maintenant, pas uniquement de damage au niveau de la lésion valvulaire, mais également du damage au niveau de la stadification de Philippe Barreau, au niveau du dommage myocardique. Et ça, typiquement, vous savez au fond de vous que ce patient-là fera peut-être moins bien et il récupérera moins bien son VG par rapport aux la première sténose aortique que je vous ai montré ici. Donc, c'est vrai que ça a une valeur pronostique pour ces patients. Ça a été montré dans cette méta-analyse, notamment chez les patients asymptomatiques. C'est une méta-analyse qu'on avait fait avec Julien avant que je parte. Et vous voyez que le risque de décès de ces patients qui ont un strain inférieur à 14,7% est multiplié par 2,5. Autrement dit, à valeur égale, tout est bon, fraction d'éjection bonne, sténose sévère, patient totalement asymptomatique et par le treadmill, c'est-à-dire par l'exercice, etc. Et bien, ceux qui ont un strain plus bas, plus mauvais que 14,7%, eh bien, ils feront moins bien, ils ont plus de fibrose au niveau de l'IRM, parce que vous n'avez pas le temps de faire l'IRM à tout le monde, eh bien, feront moins bien, leur pronostic est moins bon que les autres. Donc, c'est vraiment important de faire ce strain pour les sténoses aortiques.
Pour le valvulaire, pour l'insuffisance mitrale, on en a parlé. Ceux qui ont un strain qui est plus bas, ils vont avoir une fraction d'éjection post-opératoire qui est beaucoup plus basse que ceux qui n'ont pas. Le cœur d'athlète, je pense qu'au Maroc, vous avez beaucoup plus d'athlètes qu'en Riyad. Donc, c'est important que vous le sachiez, le cœur d'athlète, pour le comparer par rapport à la cardiopathie hypertrophique. Le GLS, il est strictement normal chez les athlètes. Et la fraction d'éjection peut être à 50%, le E' reste bon, le S' reste bon, et par contre, le GLS, il reste bon comparé à la cardiopathie hypertrophique. Et les anomalies qui sont là, c'est-à-dire la dilatation du cœur, la dilatation de l'oreillette gauche, tout ça va régresser une fois que vous leur demandez d'arrêter, mais ils n'arrêteront pas. Donc ça, c'est exemple d'un patient qui a un strain qui a moins 19,3% et qui fait beaucoup de sport. Alors, après, bon, je vous donne d'autres indications, même le cœur. Alors ça, pourquoi je vous en parle de la transplantation? Je ne sais pas si vous en faites d'échographie de transplanté cardiaque. Peut-être pas faites au Maroc, mais au moins vous recevez des gens qui ont des transplantations cardiaques. On me demande toujours à Riyad de faire une écho d'obus à ces patients-là. J'ai commencé à m'énerver. La première année, je faisais. La deuxième année, je commençais à faire. La troisième année, je dis, mais merde, il n'y a pas une seule dobutamine qui me prédit la réjection. Et par contre, je commençais à regarder le GLS. Et ben, chez ces patients qui sont transplantés, qui vont faire un rejet, je parle des patients qui sont asymptomatiques cliniquement, qui n'ont pas d'autres signes, ben, ils font un épanchement péricardique et le GLS diminue, et alors que la dobutamine ne me prévoit. La sensibilité de la dobutamine dans le diagnostic de la réjection est très mauvaise. Je suis allée voir le patron, je lui ai expliqué que ça sert à rien, il continue à me le demander parce qu'il a vu un abstract quelque part que le dobutamine est bon pour détecter la réjection. Et par contre, le GLS qui est beaucoup plus facile, ça prend moins de temps, eh ben, ils sont pas encore convaincus. Et puis, pour finir, il y a d'autres indications, les coronariens, comme je vous ai dit, l'étendue de l'infarctus du myocarde. Des fois, on peut le faire en plus de dobutamine stress à petite dose, pas à forte dose, parce qu'à forte dose, vous ne pouvez plus traquer correctement. Et puis, le pronostic des coronariens. Et puis, comme je vous ai dit, dans la sclérodermie et dans la fonction atriale, ça, c'est un tracking du VD. Vous savez que le VD, la normale, c'est pas moins 20%, c'est combien, Khadija, pour le VD, le strain? Pas Khadija ou une autre personne. Moi, je connais les prénoms. C'est toujours la paroi latérale, elle est plus, elle a une déformation plus vigoureuse, c'est moins 30%. Donc moins 20 pour le cœur droit, c'est pas bon, c'est moins 30%. D'accord? C'est important. Et pour finir, le strain de l'oreillette gauche, c'est un strain qui est positif par définition parce qu'en systole, elle va agrandir de taille. Et la normale chez les gens qui sont normaux, c'est 42 plus ou moins 6%. Plus 42%, la fonction réservoir en tout cas. La fonction atriale est très très difficile à analyser. Mais si vous prenez uniquement la fonction réservoir, elle est positive. Et puis, ce que je vous ai montré, ce qui est très très sympa et que pour vous convaincre que c'est quelque chose qui est important, il y a un travail qui a été fait entre l'IRM et le strain de l'oreillette gauche. Plus le strain est bas de l'oreillette gauche, plus il y a de la fibrose atriale, plus la récupération post-ablation de fibrillation auriculaire n'est pas bonne. Donc c'est vrai qu'un patient qui a comme ça de scar le vert, c'est un software qui permet de colorifier un petit peu les zones de scar, de fibrose de l'oreillette gauche. Ces patients-là vont pas récupérer. Et non seulement ça a été fait en IRM, mais ça a été aussi fait en histologie. Vous voyez, en histologie, les gens qui ont beaucoup de fibrose, vous avez plus de collagène que les patients qui ont un muscle atrial. Donc, rappelez-vous que ça va être dans les guidelines, que vous le voulez, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et voyez ici le tracking, c'est pas compliqué du tout. Faites attention à ne pas prendre le VG, prenez juste l'anneau et le toit. Et pour terminer, le strain longitudinal est maintenant disponible presque partout, facile à apprendre, à appliquer. Il est reproductible, la variabilité est moins inférieure à 3%, voire 2%. Il permet la détection précoce d'une dysfonction myocardique, quelle que soit l'étiologie. Il aide au diagnostic étiologique et il a une valeur pronostique de certaines cardiopathies. Et donc, il n'y a rien de mauvais à changer si c'est dans la bonne direction d'après chercher. Je vous remercie. Je l'ai dit toujours à mon mari, ça. There is nothing to change if it's in the right direction. Merci Dania pour cette excellente présentation. On prendra le temps pour une ou deux questions pratiques si vous les avez avant d'entamer notre session vasculaire.